La littérature est le chant du cœur du peuple et le peuple est l'âme de la littérature. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amoureux de la plume et des lettres. Bienvenue dans votre émission Slam où on parle de littérature et d'art. Slam, livre, art et mots, c'est tout le lundi à 20h sur 6 TV et les mercredis à 15h sur 6 Radio, la panafricaine du sport et de la culture. Bonsoir Edouard. Bonsoir Kouboura et bonsoir à tous ces millions de téléspectateurs qui sont en train de suivre évidemment l'émission Slam Livre Armo, l'émission qui vous envoie à la découverte des acteurs littéraires et puis même des artistes qui n'ont pas encore qui ne sont pas tout à fait connus. Effectivement, qui ne sont pas totalement connus et une question de les faire découvrir. Voilà. Notre invité prestige est Abdourahmane Sénateur Diallo, journaliste et auteur du roman Nation enchantée qui est sa toute première œuvre littéraire, production littéraire, un livre paru en 2020 aux Innov Éditions. Et pour la partie découverte? Pour la partie découverte, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un jeune pétri de talent. Il se nomme Stéphane. On va découvrir ça dans la partie découverte. Merci Edouard. Bonsoir sénateur. Bonsoir Koubra. Bonsoir Edouard. Bonsoir. Bonsoir à tous. Edouard, avant de recevoir notre invité comme il se doit, on va recevoir tout de suite Renesco et il va nous faire la biographie de l'auteur. Il débarque avec un stylo à main. Il atterrit sur un papier et il se met à écrire. Parce qu'on lui a dit que l'écriture était pour le cerveau une nourriture comme la lecture. Que plus tu écris, tu deviens mature. Qu'à travers elle, on faisait vivre l'histoire. Conserver également tradition et écriture. Depuis lors, il s'est dit, pourquoi ne pas lire et écrire? Écrire tout ce qui lui vient en esprit, ses pensées. Quand il prend le stylo, il écrit. Quand il est malheureux, il écrit. Il écrit ses problèmes, ses soucis, ses souvenirs, ses rêves. Il écrit. Il écrit même les mots de la société. Alors c'est qui le pousse à écrire ce roman intitulé Nation enchantée. Abdourahmane Sénateur Diallo, né le 26 novembre 1991 à Bambeto. Oui, très tôt, il a eu l'amour, la passion pour la lecture et l'écriture. Alors d'ailleurs, il est journaliste, reporter, présentateur de la radio Espace. Il est également blogueur. Il écrit tant qu'il pense, même en tête remplie de nuances. Il peint et dépeint ses mots avec sens, ce même sans récompense. Ses mots seront comme une sentence, immortelle pendant plus de 100 ans. Fait de ses écrits une dépendance, et le monde suivra sa cadence. Alors, notre invité du jour est Abdourahmane Sénateur Diallo. Merci Renesco pour cette brillante présentation du parcours de notre auteur. Alors, sénateur, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Comment vous avez trouvé cette biographie slamée de la part de notre ami Renesco? Ouais, Est-ce qu'il a tout dit? Il faut d'abord dire que c'est la première fois que ma biographie soit slamée. Et en tout cas devant moi, ça fait plaisir. Mais l'exactitude, la véracité des choses dites, ça c'était connu. Mais le rendu aussi, c'est inédit. La musicalité du texte sur une biographie d'un auteur vivant en chair et en os devant vous. J'adore les émotions là. Ce sont des émotions de tous les jours. Mais l'accent particulier aujourd'hui, c'est que c'était une chanson. D'accord. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il a tout dit? C'est le résumé entre sénateur qui est journaliste, sénateur qui est blogueur. Est-ce que ça fait le résumé de votre parcours, de ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes en train de faire? Justement, peut-être le seul parcours qu'on a occulté, c'est le fait que je sois enseignant. Parce que c'est mon premier métier. Ah oui. Avant d'être journaliste, écrivain, blogueur, je suis d'abord enseignant. Comment vous vous sentez d'être un journaliste, d'être un blogueur, d'être un enseignant? Comment vous réussissez à jumeler tout ça en même temps? Heureusement que les métiers que j'exerce, ce sont des métiers qui ont la même famille. Les métiers des mêmes familles, c'est comme ça que j'aime l'appeler. Et l'enseignement est la mère de tout ce que j'exerce aujourd'hui. C'est de là que tout est parti. L'écriture, la passion de l'écriture, c'est vrai, elle est antérieure à l'enseignement, au métier d'enseignement. Mais le courage
la force retrouvée pour aller au fond des œuvres, au fond des œuvres, au fond des écrits, au fond des peines et au bout du tunnel dans l'écriture. C'est l'enseignement qui me l'a donné. Très bien. Sénateur, pour quelqu'un qui vous connaît, l'on sait que vous êtes très engagé dans la vie associative. Qu'est-ce qui vous anime? Et je précise que cet engagement vous amène jusqu'à ce qu'on vous considère comme féministe pour votre engagement pour la cause féminine. Qu'est-ce qui vous anime à la base pour appartenir à ces associations-là, pour mener ce combat? Bien, il faut faire la part des choses. La vie associative, ça laisse à désirer parce que je suis un homme solitaire. Oui. Mais ce qui est important, c'est que je suis né et grandi dans un milieu carrément féminin. D'abord, c'est ça. Toute ma proximité, les connaissances, les véritables connaissances de ma vie, de base jusqu'ici, ce sont des filles, des femmes. Donc, je suis quelqu'un, comme on le dit entre guillemets, ami des filles. Depuis l'enfance, l'adolescence. Donc, j'ai vécu les peines des filles dans notre société. J'ai vu des amis se faire épouser sans leur consentement. J'ai vu des amis se faire étudier sans leur consentement. J'ai vu des amis se faire subir n'importe quelle autre exaction sur la couche féminine sans leur consentement. Pourtant, moi j'ai un combat. Ce que je pense, c'est mon avis. Mon avis, c'est mon opinion. Et mon opinion doit être respectée. Et l'opinion des amis que j'ai autour de moi, je les ai aujourd'hui, elles ont traversé des moments durs où leurs opinions n'étaient pas du tout respectées. Et heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de cas isolés dans la société. Ce que mes amis ont subi exactement et concomitamment à travers le monde, de façon aléatoire, quelqu'un d'autre en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, est en train de subir la même chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Parce que le féminisme, il faut le rappeler, c'est la première conviction que j'ai nourrie, que j'ai chérie. Parce que ça, c'était... C'était à quel âge déjà ou quel niveau scolaire? Déjà, je me rappelle, c'était à 11 ans. À 11 ans, j'éprouvais, à l'époque, c'était une vengeance. Parce que les enfants disent, vengeance, vengeance, je vais venger mes amis. Je vais venger Sarah Traoré. Vous faisiez quoi? C'était quoi l'action ou les actions que vous posiez à l'époque? J'avais pas beaucoup de marge de manœuvre, donc je refusais tout simplement de participer à des cérémonies, ce qui a impacté négativement sur ma vie aujourd'hui, parce que les cérémonies, baptême, mariage, c'est pas mon truc, ça vient de là. Je refusais d'aller à des cérémonies lorsque les gens n'étaient pas consentants, lorsque la fille qu'on épouse n'était pas consentante, et lorsqu'elle ne peut pas refuser, lorsque justement elle est condamnée, entre le refus et la désobéissance, c'est la plus grande punition qu'une jeune fille peut subir. Le refus de la proposition familiale sonne dans la famille comme une humiliation infligée au père dictateur, c'est comme ça que je les appelle, au père dictateur, et une humiliation, une bohème de torture déjà morale et mentale infligée à la maman qui est impuissante souvent dans ce cas de figure. Donc la rébellion a commencé très tôt et j'ai élargi mon combat de féminisme à toutes les exactions, à toutes les conditions de la femme. Ok, alors on voit que vous êtes directement intéressé à l'écriture. On peut savoir pourquoi vous écrivez? Ouais, pourquoi? Il faut le dire, chacun de nous a sa façon de participer à l'organisation sociopolitique et économique de sa société. On n'est pas venir ici, partir incolore, inodore et sans saveur. La plus ferme des convictions de l'homme, c'est de pouvoir avoir les moyens, les capacités pour impacter positivement de choix, par choix. Et même si on relativise positivement, ça dépend de la vision de ceux qui apprécient. Nous voulons impacter la société. Notre petit monde, on n'a pas la prétention d'être des Galilées, on n'a pas la prétention d'être des Mohamed. On a juste envie d'impacter positivement notre petit monde avant de partir. Et je crois que la proposition, ma porte d'entrée, étant homme de lettres, c'était donc d'écrire, de participer à l'organisation socio-économique et culturelle de notre société. Est-ce que vous croyez quand on dit que lorsque vous écrivez, vous ne mourrez pas? Pas du tout. Lorsque seulement, d'abord, vous accomplissez un certain nombre d'actions dans la société, lorsque vous vous rendez héros, parce que le héros, c'est celui qui se distingue par des actions extraordinaires dans son monde, dans sa société. Une petite action peut faire de vous un héros. Et imagine lorsque vous écrivez. Qu'il ne soit pas uniquement d'être un écrivain. Forcément, pas forcément. D'accord. Et si vous écrivez, ça c'est indéniablement l'histoire vous accueille. Très bien. Carrément. Alors, sénateur, dites-nous, comment êtes-vous arrivé à l'écriture?
suis arrivé, c'est une passion. C'est une passion à bas âge, là aussi je vais le dire, lorsque les gens lisaient les bouquins, les textes, les extraits, encore au primaire, à la fin de chaque extrait, on disait le nom. On lit la récitation, on dit Victor Hugo, on lit Léopold Sédar Senghor. Moi aussi je voulais qu'un jour quelqu'un lise un texte, après à la fin on dit Abdourahmane, sénateur Diallo. Voilà. D'accord. Être un auteur, est-ce que cela a été un rêve d'enfance? Carrément, c'est un rêve. Je me demande ce que je ferais. Pour la petite histoire, quand j'ai bouclé le manuscrit des Nations Enchantées, j'évitais des sorties. Tout simplement, je me disais pour ne pas qu'une voiture me renverse, de mourir avant d'être auteur. Je ne veux pas être publié à titre posthume quand même. Donc c'est plus qu'un rêve ça. C'est un organe, j'aime le dire comme ça, c'est un organe. Je suis créé avec. Il paraît que je suis né auteur. Wow. Et c'est à quel moment vous décidez véritablement d'écrire? Depuis que j'ai manié l'épée, le fusil d'épaule, c'était au collège, je voulais écrire. Pour preuve, l'idée des Nations Enchantées se retrouve encore dans quelques brouillons en 9e année. Ils sont où vos brouillons là, à part les brouillons sur lesquels vous avez griffonné Nations Enchantées, les autres, ou bien ça n'a été que le texte sur Nations Enchantées que vous avez gardé? C'est une répétition jusqu'à ce que je me retrouve ici. Oui. Entre guillemets, à la perfection du roman. Oui. J'ai répété les mêmes phrases là, les mêmes chapitres là, la même idée là. En tant que gamin, les mêmes concepts en tant qu'adolescent et jusqu'aujourd'hui, en lettres, j'imagine que faire des études de lettres, c'est quand même avoir la capacité nécessaire de lier le papier à la pensée, savoir coucher sur papier ce qu'on a pu. Mais l'idée était restée la même. Les manuscrits originaux sur cahier, dans cahier des Nations Enchantées existent encore, mais les manuscrits originels des Nations Enchantées, lorsque les premières idées du livre germaient en moi, là je les ai perdus dans un incendie dominical. Okay. Alors parlons un peu de votre source d'inspiration. Alors sur quel sujet vous aimez souvent vous aventurer? Ou bien quelle est votre source d'inspiration, des sujets un peu... Très bonne question. L'inspiration d'abord pour tout auteur, pour tout artiste, tout créateur, c'est la société, les gens autour de lui. Mais les sujets, en lettres, on nous dit écrivez ce que vous ressentez le plus. Si vous inventez un sujet, tout est inventé dans la littérature. C'est pour ça que ce n'est pas la science, c'est de l'art. Mais si vous inventez des sujets qui sont trop loin de votre cœur, de vos battements de cœur, de votre saveur et de votre odeur, vous allez vous perdre dans un amateurisme. Par contre, si vous écrivez ce que vous ressentez le plus, si vous écrivez des sujets qui sont dans votre monde, ça vient aisément. Vous ressentez. Parce qu'au final, ce qui est visé, c'est de transmettre l'émotion en temps réel. Lorsqu'on écrit, transmettre l'émotion là, lorsque le livre sera lu, 50 ans après. Et que le lecteur ressente la même émotion que vous aviez en tant qu'écrivain, lorsque c'était un manuscrit. Césaire dit, je parle à ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Vous êtes journaliste et animateur radio, on le précisait tout à l'heure dans votre biographie. Dites-nous comment tout a commencé avec le journalisme. Le journalisme, je l'ai pratiqué de façon dans l'amateurisme, parce que tout rêve, il faut commencer à bas âge. Je prenais les boîtes de sardines et tout. Je faisais des commentaires, des matchs d'entraînement chez nous quand j'avais encore 15 ans. Oui. Et un jour, on m'a donné le micro pour la première fois de commenter un match de football, une finale. J'étais en 9e année et j'ai sorti ma voix. C'est mon papa même qui m'a dit d'être journaliste parce que il a entendu une certaine énergie. Ça, c'est un. Deuxièmement, je voyais pendant l'enfance, qu'il avait une certaine passion, un amour fou pour les journalistes, surtout les présentateurs. La RTG, tu touchais à son poste radio, c'était une punition. La RTG était là, c'était notre monde à nous, la RTG. On connaissait les heures d'édition, on maîtrisait toutes les voix de tous les présentateurs. Et je me suis dit, si mon papa aime comme ça les présentateurs, qu'il n'a jamais vu, un jour, pourquoi pas moi? Il attend mon journal, il écoute. Donc, heureusement, j'ai nourri le rêve. Réalisé. Et puis voilà, on est là. Alors, sénateur, depuis que vous exercez ce métier, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué?
quand même une chose particulière comme ça. Oui, une chose particulière, c'est deux choses, parce que j'évolue dans deux compartiments du journalisme. À la présentation, ce qui me marque le plus, c'est quand tu finis la présentation d'un journal, à la seconde, pas la minute, à la seconde à laquelle tu finis de parler, tu reçois des appels. Dire, c'était fort. Moi, c'est pas ce que les gens disent, c'était fort qui m'intéresse, mais c'est de savoir que les gens portent une attention folle à ce que vous faites. Oui. Donc à la présentation, c'est ce qui m'anime. Oui. C'est ce que je ressens comme émotion particulière. Oui. De savoir des Érékoré, on m'écoute, en passant par Kindia et ainsi. Mais là, dans l'autre compartiment, dans le reportage, ce qui m'anime, c'est que ce qui me touche le plus, c'est le voyage. Pas le voyage entre villes dans la géographie, mais le voyage de la société. Aujourd'hui, vous êtes avec un ministre dans une interview, demain c'est avec un menuisier, et après-demain c'est avec une victime de viol. Donc ce voyage dans la société. D'un sujet à un autre. La chance. Ce que vous y découvrez surtout. La chance de découvrir chacun dans son comportement, dans son monde. C'est une véritable chance, ça me marque beaucoup. Notre invité est Abdourahmane Sénateur Diallo, auteur du livre Nation enchantée. Et tout à l'heure, nous allons en parler de fond en large. Mais avant, on va suivre le résumé de cet ouvrage avec notre ami Ikas. Le héros du récit, Doura Kamara, eut une pensée positive avec le concours de ses collègues du M224 dont il est le leader. Ce groupe réussira à inverser la tendance, à prôner l'unité nationale avec la plus grande résilience, à rapprocher les peuples opprimés, d'évoluer dans le même sens. Un réveil des consciences formera une société unie et prospère qui se soulèvera ensuite contre cette classe des politiciens dictateurs. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était des résumés simples et conçus du roman Nation enchantée présenté par Ikas, le Challenger. Et c'était le résumé du roman Nation enchantée de Abdourahmane Sénateur Diallo. Je me tourne vers vous. Nation enchantée, comment le titre est venu? Le titre est venu des années avant le contenu d'ailleurs. Oui. Les dernières générations, par exemple, que j'ai enseigné, tout le monde connaissait le titre. C'est une technique aussi. Le titre, il est composé, si vous constatez, de deux mots. Un nom et d'un adjectif, d'un participe passé qui est devenu maintenant adjectif faute d'auxiliaire. D'accord. Je voulais souhaiter le bonheur retrouvé à une population donnée. Parce que justement, le diagnostic posé, le constat fait, il était alarmant. Donc, participer à l'organisation de ce peuple observé durant 3 ans de rédaction de l'œuvre et ouvrir la brèche vers le bonheur, c'était ça l'idée, depuis très longtemps. Souhait, le souhait du bonheur retrouvé, le souhait de l'enchantement, le souhait à la place des grincements des dents, des souris sincères. C'était ce souhait exprimé pour un peuple observé et il n'y avait pas d'autres titres, d'autres adjectifs qui pouvaient aller en adéquation avec ce que je pensais plus que enchanté. Nation, ensemble de personnes vivant sur le même territoire et enchanté, enfin. Oui. Qui voudrait exprimer, comme vous le dites, le bonheur ou pourquoi pas de la joie. Hein? Retrouver. D'accord. Effectivement, parlant de ce livre, qu'est-ce qui vous a même poussé, si on peut le dire, à écrire ce livre? Vos motivations. Vos motivations. Motivation, au-delà de la motivation globale que j'ai pour tous les livres que j'écrirai, notamment impacter la société positivement avant de s'en aller. Au-delà de ça, spécifiquement ce livre, le titre en dit long. Le titre veut tout dire. Dénoncer la division sociale au sein d'une société. Parce que pour moi, il n'y a pas de bonheur aussi plus grand et important que Dieu peut octroyer à une société que de vivre ensemble. Une nation divisée court fatalement à sa perte, disait Abraham Lincoln. Donc c'est dans ce cas de figure que je m'inscris. Parce que lorsqu'une nation est divisée politiquement, c'est entre libéraux ou socialistes, ou entre nord et sud. Mais lorsqu'une nation est divisée socialement, ça devient entre tribus, ethnies, régions et communautés. Et là, c'est très grave. D'accord. Sénateur, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que notre diversité devrait plutôt être un moyen de s'unir au lieu du contraire? J'ai un problème avec votre question parce que moi, j'écris dans la fiction. Quand vous dites « notre »,
L'adjectif possessif, nôtre. Oui. Je me demande, il est valable pour qui? Vous, Guinéens, ou les Yamanais dans le roman? Je voudrais peut-être qu'on élargisse un tout petit peu la question, ou votre vision, votre façon de voir, même si vous écrivez fiction, mais et si on partait un tout petit peu de la réalité, en s'inspirant de ce qui existe autour de nous. Ce qui existe autour de nous, Oui. dans n'importe quelle nation, Oui. la diversité est une valeur sûre à protéger. La protection des minorités plus la force des majorités dans toute entité donne un résultat plus que religion. La diversité est une chance. La beauté d'un tapis ne vient-elle pas de la variété de ses couleurs? Oui. La question mérite d'être posée. En partie, lui, il a tranché, c'est ça. L'aspect monocolore d'une chose ou unifonctionnel d'une chose est un frein à tout développement. Mais l'aspect multifonctionnel, multidimensionnel, multicolore Oui. d'une nation, d'une société est une chance en soi. Toute diversité est une aubaine. Les hommes civilisés, eux, ils ont un seul monde, mais à valeur sûre. Alors, Edouard, si tu me le permets, le choix des noms dans cet ouvrage, je veux parler de Nation enchantée, une belle inspiration. Quand j'entends Yamane, quand j'entends Katade, je me dis, l'envie tout de suite me vient de vous poser la question, comment vous avez réfléchi tellement jusqu'à trouver ces noms-là? Katade, Oui. Yamane, Oui. Kibanyi. Mhm. Parce que le palais présidentiel dans la République du Yamane, c'est Kibanyi. Oui. Comme votre palais présidentiel, c'est Roturea. Dans le Yamane, c'est Kibanyi. Katade, la capitale, et Yamane. Mais pour commencer par le mot Yamane, c'était de maintenir le flou autour de la position géographique du pays que je vais décrire. Parce que si vous traduisez Yamane, ça devient pays. D'abord, c'est quelle langue vous avez utilisée? C'est le Soussou. Voilà. C'est la langue que je maîtrise le plus. D'accord. Soussou. Donc si vous traduisez Yamane, ça devient pays. Donc vous ne pouvez pas dire la République de pays. Ça fait très à quel... Peut-être une tautologie? Justement, c'est juste pour brouiller les pistes pour que vous ne vous retrouviez pas géographiquement par là. Deuxièmement, Katade, toute capitale est métropole. Et toute métropole est une ville dans laquelle on fournit d'efforts Oui. pour survivre. D'accord. Donc Katade. Katade. Ouais, Là d'accord. où on fournit beaucoup d'efforts pour réussir. En clair, on retiendra que c'est votre maîtrise du Soussou qui vous a amené peut-être à trouver ces noms locaux, on va dire, pour mettre dans votre livre. Non seulement la maîtrise, non, je dirais la culture du Soussou, D'accord. mais aussi une volonté manifeste. C'est fait exprès, c'est fait sciemment. Oui, oui. C'est un indice. Oui. Parmi les indices de localisation du Yamanais, de la correspondance du Yamanais dans la géographie mondiale, aujourd'hui, Oui. il y a cette utilisation flagrante du Soussou. C'est un D'accord. indice. D'accord. Alors, Nation enchantée décrit exactement la situation des pays africains. Alors, que pensez-vous du rôle joué par nous, les jeunes? C'est une bonne question. À votre parce avis, Ouais. quel devrait aujourd'hui être le rôle que devraient jouer nous les jeunes pour un peu changer la donne? Parce que carrément, même si vous nous faites comprendre que Nation enchantée, c'est un souhait de bonheur et de joie, mais à parcourir le livre, on retrouve quelques tares que vous essayez de dénoncer. oui. Est-ce que vous pensez qu'à côté de ces dénonciations, vous croyez que les jeunes ou la jeunesse a un rôle à jouer? Ça devrait être lequel? Évidemment, la jeunesse a toujours un rôle à jouer. D'ailleurs, l'un des paris dans ce livre, c'est le pari fait sur la jeunesse. Le salut du Yamanais, de la société yamanaine, n'est venu que lorsque la jeunesse s'est levée. Mais comment agir? Nation enchantée, quelqu'un m'a dit que c'est une feuille de route qui est à établir. Oui. J'ai dit, waouh, ça c'est bien. C'est une feuille de route dans ce sens que c'est comme ça que je souhaiterais la renaissance d'un pays vienne. Que la jeunesse prenne les problèmes, identifie d'abord les problèmes de leur société et qu'elle prenne les problèmes à bras le corps et agisse dans ce sens. Mais de quelle jeunesse, moi, je parle? D'une jeunesse dépersonnalisée, d'une jeunesse loin de toute politique divisionniste. Je ne vise pas les jeunes qui sont dans les partis politiques. Parce que le salut ne viendra jamais des systèmes politiques en Afrique. Ah oui? Jamais. D'accord. Le salut viendra des sociétés, des mouvements citoyens. Vous avez vu Doura, il était tout seul à Bondy, dans le quartier. Oui. Après, il a élargi son idée, il s'est fait accepter par ses pairs. Et de porte à porte,
on a arrondi tout Bondi, on a élargi le mouvement dans Katadé, on a élargi le mouvement à l'intérieur du pays, des Nzalan, Akissi, Faramaya, des Tunyadou et ainsi de suite. Oui. Donc ça vient toujours des mouvements citoyens. D'accord. Les mouvements citoyens de Dakar comme Yanamar, ici comme le FNDC, au Burkina comme le Balai citoyen, etc., etc., le salut viendra en Afrique de ces mouvements-là, pas des partis politiques. Parce que justement, la composition des partis politiques, elle est biaisée. D'accord. Elle est ethnique. On et parlera communautaire. de ça peut-être à une autre occasion, si vous le souhaitez, bien sûr. Oui. Et quel est votre passage préféré dans ce livre? C'est un problème, ça. C'est un problème de Le choisir un livre, passage. je précise que le livre est subdivisé en 3 chapitres. 3 chapitres. Oui. 3 grandes parties pour 9 chapitres. Oui. La première partie, c'est la République du Yamane telle qu'elle. Hein, la partie qui s'est attelée à décrire le Yamane sans modifier quoi que ce soit. De présenter une société morcelée, divisée, larbinisée par ses politiques, où leur équipe nationale se supportait par nom de famille, où même la ville est divisée en routes régionales, où des cadavres ont été réfutés dans des villes parce que leur origine est d'autres villes, où Katadé refuse des cadavres, où les imams de Tunyadou refusent de prier sur les corps parce que les ressortissants sont de Leïsaré et ainsi de suite. Donc où les communautés sont divisées. Donc on a fait la description fidèle d'une société en perdition, divisée, morcelée. Après, deuxième partie, on a dit l'orage. Parce que c'est une partie quand même qui obéit à toute fiction, à tout récit. Dans tous les schémas de récit en lettres, il faut qu'il y ait difficulté. Vous avez une situation d'abord qui est calme, douce, et un beau jour, vous avez un problème. Dans cette difficulté-là, on a appelé ça l'orage. Les difficultés qui se sont abattues sur le M224 dans son combat justement de prôner l'unité nationale. Parce que vous savez que les dirigeants véreux n'aiment pas les idées comme l'unité nationale. Parce que lorsque le peuple va finalement comprendre que l'unité est la seule alternative vers le développement, les dirigeants sont menacés. Oui, tout à fait. Donc il faut tout de suite casser, tuer dans l'œuf, toute idée qui germe en la jeunesse consistant à faire en sorte que le peuple parle d'une seule voix. Et troisième partie, le bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est le salut qui vient. Les résultats du combat mené. Parce que le M224 a enregistré des morts. Nabi, on rend hommage aujourd'hui à Nabi, le tout premier manifestant de M224 tué le 28 septembre. Nous sommes à Katadé. On rend hommage à toutes ces femmes violées dans le Yamane. On rend hommage justement à tous ces blessés par la police de la brigade de police du capitaine Fassinet. Et vous, certes c'est une question difficile, et dois vous le demander, vous qui avez écrit ce livre, quelle est la partie qui vous a le plus marqué ou que vous préférez le plus? Non, j'aime pas la préférence, j'aime plutôt marquer. On y va. C'est le 8e chapitre, là où on parle de la petite Mina. Parce qu'il faut le dire, il y a un principe. Derrière toute constitution fictive d'une chose, en lettres, il y a une volonté d'évoquer le réel et de le peindre. Donc derrière cette fiction, il y a une réalité visée. D'accord. C'est quoi la réalité de Amina? La réalité dans ce roman, c'est surtout l'émotion retrouvée chez Mina. C'est une fille qui a existé dans la réalité, qu'on a transposée dans la fiction aussi, parce qu'on n'avait pas justement le courage de la changer. Mina, c'était ma fille dans la réalité, ma fille biologique, et avec qui on a écrit le roman à un moment donné. Je me rappelle que les chapitres 4, 5, 6 sont écrits alors qu'elle était là. On mettait ses mains des fois sur le clavier, on écrivait ensemble. Mais au 8e chapitre, 7e chapitre, elle n'était plus là. 8e, elle n'était plus là. Donc elle était partie très tôt. Vraiment trop désolé. tôt. Ça, c'est une grande émotion, ça. On sent déjà, lorsqu'on se met tout de suite à lire cette partie, j'imagine, pas que j'imagine, hein, mais le lecteur fera face à de grandes émotions. Paul et Noba ont choisi un de vos textes pour en faire une lecture spectacle associée à la mise en scène. Suivez et on revient tout de suite. La Guinée d'Iara Mouni, la Guinée d'Iara côté ça. Il était une fois dans une ville, non, dans une nation ex-rivière du Sud, qu'on appelle aujourd'hui la Guinée, a connu tant de colonisations.
1958-2021, est-ce que le peuple a atteint sa libération? Le peuple a connu un père fondateur de cette libération qui est Ahmed Sékou Touré. Mais il est écrit lors des versets qu'un deuxième grand sauveur de la Guinée viendra. Il est écrit dans Nation enchantée, verset 19, chapitre 1. Il est écrit, mon ami Paul, notre pays fut de loin le premier dans la sous-région et même à l'échelle continentale à affirmer sa position sur la très sensible problématique du colonialisme. De la race en général. Dès les premières heures, nous avons su montrer avec clarté notre désapprobation sur ce qui est aujourd'hui devenu le néocolonialisme, l'impérialisme. Cette arme de domination du blanc nous fume le tout premier par l'intelligence du camarade de la démasquer d'abord, puis de la dénoncer d'une voix sarcastique. Bien sûr que la Guinée a connu une libération. Mais aussi les problèmes culturels ont été beaucoup qui ont causé le fait du développement de ce pays. Mais vous savez quoi? La pauvreté aussi était un fait social, mais le problème n'était pas là. Il est écrit dans verset 21, chapitre 1. Mon cher ami, notre pays est constitué d'une étonnante pléiade de cultures. Il se trouve dans une merveilleuse situation géostratégique. Cette riche diversité culturelle devrait être pour nous un grand atout. Amour. Cette multiplicité de communautés devrait constituer pour nous une source inépuisable d'amour et de fraternité. Oh, si la vie vous enseigne des paradoxes, pourquoi aujourd'hui, à l'opposition, nous prenons le temps de nos positions? Pourquoi aujourd'hui tant de violence? Pourquoi aujourd'hui dans nos rues on casse tout, on barricade tout, mais on ne regarde plus notre nation? Mais il est écrit aussi dans versets 37 à 38, dans chapitre 1. Aujourd'hui, la politique de notre pays est essentiellement orientée vers l'appartenance à la tribu, au clan, à l'ethnie, à la région. Et depuis plus d'une décennie, on a laissé se développer dans ce pays des choix insupportables qui commencent à nous encombrer par la déchirure du tissu social. Si nous ne faisons pas attention, un léger dérapage suffira pour conduire à l'incontrôlable, au conflit, à la guerre civile. Eh bien, c'est bien à la guerre civile. Aujourd'hui, nos cultures, nos mœurs sont toutes abandonnées. Alors regardez, au rythme de tin 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 tin, nos balafons se battent à fond, tirin dirin dirin, nos koras font leurs éclats, pim pédim pédim pédim, nos tom tom bam bam, bam 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 bam, nos tambours, bam bam. On a échangé ces sons aujourd'hui à des tirs d'armes. Boum, boum, boum. Nation enchantée. Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre et beau. Il est écrit dans Nation enchantée, chapitre 9, verset 138. Après l'hymne, la fête commença. On eût dit que nous étions dans un rêve. Qui aurait prédit l'arrivée de ce grand jour au Yamanais? Qui parierait contre quoi que ce soit sur le fait que la cloche de l'unité sonnerait un jour dans le pays? Quelque temps après, virent successivement le professeur Jean-Claude Koundounou, président du Parlement qui allait assurer l'intérim à la tête du pays et organiser les élections anticipées. Noba, moi je sais, c'est pas Jean-Claude, c'est colonel. Tu veux dire quoi? C'est Nation enchantée. Grand merci à Paul C. Mozart et Zeyna Ibrahim, la prophétesse, pour leur mise en scène. Alors, sénateur, pensez-vous que cette mise en scène représente votre livre? Oui, il faut d'abord dire globalement que cette émission est en train de mettre de l'ingrédient inédit, parce que je suis habitué à des émissions entre guillemets trop concentration et sérieuses, mais là il y a le chant, il y a des émotions, il y a des capsules qui m'intéressent. Merci donc à la prophétesse, c'est ça, et à Paul C. Mozart pour cette brillante prestation. C'est beau, mais ils m'ont cloué dans un piège.
parce qu'ils parlaient tout le temps de la Guinée. Ils ont même entonné liberté. C'est vrai que le Yamanais aussi... Quelque part, avec votre indice M224, est-ce qu'on peut se permettre de tout de suite parler de la Guinée? On n'interdit jamais à un lecteur de faire sa propre interprétation. Exactement, jamais. Oui. Nous, ce qui est de notre parti, on écrit, on laisse au lecteur de faire la passerelle entre la fiction et le pays qu'il juge nécessaire, justement. D'accord. Alors, sénateur, dites-nous, au regard de la situation actuelle du pays avec le changement de régime que nous connaissons, est-ce qu'on peut faire le lien de la réalité d'aujourd'hui à votre livre? Est-ce une prophétie? Oui, une prophétie. Il paraît que c'est la seule question qui revient depuis que le coup d'État a donc été perpétré par le CNRD le 5 septembre dernier. Oui. J'ai poussé un peu mon cadenas d'analyse habituelle sur ce livre aujourd'hui, exceptionnellement, parce que jamais je n'ai établi le lien entre le Yamanais et la Guinée. Peut-être aujourd'hui, on va aller un petit peu loin. Prophétie, prémonition, je ne sais pas, mais en tout cas, je sentais quelque chose venir. Pour preuve, il est écrit dans Nation enchantée, il est mis en scène le déroulé d'un coup d'État. Un coup d'État qui va porter le général Kaokare, le général Khalidou Kaba au pouvoir, qui va donc déposer le président Kabine Kouyaté parce qu'il s'entêtait. Lorsque les dénonciations ont été houleuses, lorsqu'on lui a accordé, lorsqu'on l'a accusé, le président Kouyaté, lorsqu'on a accusé donc le président de velléité d'un troisième mandat, il a nié au début. Mais après, il a fait un coup de force. Les opposants lui ont dit, si vous voulez, monsieur le président, apporter des valeurs démocratiques manquantes à notre société, allez-y, faites une révision constitutionnelle. Mais le verrou sur le nombre et la durée des mandats, que ça ne saute pas. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, vous avez réussi, même si à l'époque, parce que quand vous nous racontez le moment où vous avez commencé à écrire le livre, c'était impensable quand même que la situation pouvait être comme vous l'avez décrit dans votre livre. Le chapitre en question est écrit tout récemment. Le chapitre en question, je crois que c'est vers la fin. J'ai dit, la situation que je vis aujourd'hui dans un pays me permet légitimement de faire un pari. Quel pari? Le président qu'on a en face va s'entêter, c'est indéniable, il ne va pas lâcher prise. Les opposants qu'on a en face ne sont pas assez forts parce qu'ils sont avec la carte ethnique, ils ne sont pas assez forts. La force de mobilisation de l'opposition s'est limitée à la région. Chaque opposant a sa région derrière lui. Et le président ne va pas passer. Il n'aura pas la chance de continuer. Alors, d'où viendra le déclic? Comme pour dire que les régimes, leur fin, on peut imaginer qu'ils ont tous une même fin? On peut faire un pari lorsqu'on rassemble un certain nombre d'observations. Un président qui s'entête, une opposition faible, l'armée va intervenir, c'est sûr. Oui. Alors, une prophétie, on peut dire en quelque sorte... Non, une grande prophétie. Une grande prophétie accomplie. Alors, ça vous a pris combien de temps pour écrire ce roman? 3 ans. 3 ans, c'est long, hein, j'imagine. Pour un roman de 141 pages. Au début, c'était 180 et quelques pages. Mais on a jugé nécessaire d'enlever des chapitres, des parties, parce que ça heurtait des sensibilités. 3 ans aussi parce qu'il fallait observer l'évolution sociopolitique d'une nation. 3 ans aussi de façon plus intime, parce qu'à chaque fois qu'on évoluait dans la rédaction, surgissait un mouvement, un événement regrettable dans la vie de l'auteur qui freinait carrément la rédaction, parce que le décès d'abord d'un ami proche qui est dans le roman, Labo, c'est le premier personnage vu aux côtés de Doura, l'auteur. Mais on n'a pas eu le courage de tuer le personnage principal. Non, le personnage principal, c'est Doura. Mais le personnage secondaire qui venait directement aux côtés de lui, c'était Labo. Mais Labo, si vous parcourez tout le roman, vous ne vous rendez pas compte de son extradition dans le roman, du récit. Vous ne vous rendez pas compte à quel moment il a quitté le récit. Parce que justement, il représente un personnage réel, une personne réelle qui est morte dans la Méditerranée, un ami intime. On n'a pas eu le courage dans le roman de mettre en scène sa mort. Encore une autre émotion racontée dans ce livre.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que votre combat pour l'unité nationale a porté ses fruits ou est en train de porter ses fruits? Je vous sais un grand partisan de l'unité nationale. Oui, c'est le leitmotiv. Mais je suis au grand regret d'annoncer que le combat s'avère beaucoup plus houleux, beaucoup plus compliqué, Oui. parce que justement les consciences s'endorment. Nous évoluons en siècle et en millénaire, au moment où les nations tendent vers l'assemblage universel de ces valeurs, au moment où on parle des citoyens du monde, au moment où on est en train de supprimer les barrières, les frontières au profit de la civilisation universelle, au moment où la mondialisation s'érige en maître, en maîtresse, Oui. en Guinée et au Yamane, les gens sont en train de parler encore d'ethnie. Alors, sénateur, dites-nous aujourd'hui, si on vous demandait de choisir entre le journalisme que vous exercez en ce moment et l'enseignement qui vous passionne autant que le journalisme, et aujourd'hui l'écriture que vous avez essayé d'épouser, quel serait le choix entre ces trois? Il n'y a pas de choix possible. Je vais vous apprendre que ça fait 2 ans que je n'enseigne pas parce que justement c'est compliqué. De Très joindre compliqué. les trois choses à la fois. Oui, ce qui m'aide avec le blogging, l'écriture et la lecture, c'est que c'est sur la même ligne. Je fais, et le journalisme, je fais mes papiers de journaliste en même temps, je transforme ça en version en ligne D'accord. pour aller au blog. D'accord, et la on lecture. sait que vous n'allez pas répondre à cette question, Il y a vous n'avez pas de il y a choix. possible. Mais si un jour il fallait sacrifier un métier au profit d'un autre, ce serait seul l'enseignement qu'on ne pourrait pas laisser. Alors, sénateur, vous avez prévu une tournée littéraire. Parlez-nous un peu de cette tournée. Oui, on a jugé nécessaire d'aller passer le message de l'unité nationale prôné dans le roman « Dans la Guinée profonde ». D'accord. Toute la Guinée ne viendra pas ici se procurer de ça. Alors nous, on va envoyer le message. Ce n'est pas le livre qui compte, c'est le message qu'il véhicule. Oui. On a appelé ça « Enchantement Région Tour ». 5 étapes sont prévues à partir de janvier 2022. On a mis cap sur Kindia, Mamon, Labé, Kankan et Nzere-Koré. Enchantement Région Tour. Allez vulgariser le message de l'unité nationale chez nos compatriotes. D'accord. Vous n'avez pas cessé de nous le dire, hein, que vous allez écrire tant que vous vivez. Alors, à quand le prochain ouvrage? Je ne peux pas donner de date ici tant que je ne me sentirai pas à moitié satisfait du message que je vais véhiculer avec le premier. Parce que le deuxième aussi est un combat. Écrivez ce que vous ressentez le plus, non? Vu mes domaines, j'écris en fonction des domaines. Le prochain, ce sera dans la condition des femmes, féminisme. D'accord. Nation enchantée de Abdourahmane, sénateur Diallo. Il était notre invité dans cette émission Slam. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un honneur et un grand plaisir. Surtout ceux qui ont presté et vous qui êtes là. 10 sur 10, c'est super. Merci, Jérémy. Merci bien et on espère vous recevoir à une sortie d'un de vos ouvrages comme vous nous le dites. Nation enchantée, c'est la fin de cette première partie de cette émission et tout de suite, nous recevons notre artiste découverte.